Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais tenter de vous présenter une version simplifiée du SysML pour une utilisation au collège. Alors commençons par le commencement, c'est quoi le SysML? Alors je dirais en résumé que c'est un outil qui permet de représenter des objets techniques sous forme de schémas que l'on appelle diagrammes. D'ailleurs, SysML est l'acronyme de Systems Modeling Language, qui signifie en français langage de modélisation de système. C'est un langage car il utilise des diagrammes. La modélisation, c'est le fait de représenter quelque chose, et les systèmes, eh bien, ce sont les objets techniques. D'ailleurs, en technologie, on utilise le terme d'objet technique, mais on pourrait utiliser, comme au lycée, le terme de système. Un objet technique, c'est un système. Bien. Alors, avant tout, on l'a dit, le SysML, c'est un ensemble de schémas, les fameux diagrammes, qui permettent de représenter un objet, les systèmes. Le SysML comporte 11 diagrammes classés en 3 groupes. Au collège, on se contentera seulement de 8 diagrammes. Alors avant de les voir en détail, en voici une présentation rapide. Alors d'abord, il y a les diagrammes fonctionnels. On les appelle aussi transverses. Bon, ils permettent d'expliquer ce que doit faire le système. Bon, en fait, les diagrammes fonctionnels, il n'y en a qu'un seul. C'est le diagramme des exigences. Requirement diagram en anglais. J'ai mis les initiales en rouge, RD, car c'est souvent utilisé. Alors le diagramme des exigences, c'est un peu le cahier des charges fonctionnelles de l'objet. Il va préciser tout ce que doit faire l'objet. Ensuite, on a les diagrammes comportementaux. Ils vont permettre de montrer comment le système se comporte, c'est-à-dire son fonctionnement. Alors il y en a 4. Le diagramme d'activité, AD en anglais, il montre l'enchaînement des actions lors du fonctionnement de l'objet. Le deuxième, c'est le diagramme de séquence, avec les initiales SD. Il montre dans l'ordre chronologique les messages qui sont échangés entre les différents éléments de l'objet. Ensuite, il y a le diagramme d'état, ou SMD. Il montre les différents états que peut prendre l'objet et comment on passe d'un état à l'autre. Enfin, le diagramme des cas d'utilisation, UCD en anglais, il montre les interactions entre les acteurs, c'est-à-dire les éléments en relation avec l'objet, et l'objet lui-même. Et le troisième groupe de diagrammes, ce sont les diagrammes structurels. Ils vont permettre de montrer comment le système est construit. On a alors le diagramme de définition de bloc. Il montre les différents éléments à l'intérieur de l'objet. Et il est possible d'utiliser ce diagramme différemment pour représenter non pas l'intérieur de l'objet, mais tout son environnement. Certains le renomment en diagramme de contexte, mais ça reste un diagramme de définition de bloc, qui montre les éléments extérieurs qui sont en relation avec l'objet. Et pour finir, on a le diagramme des blocs internes, qui montre comment l'information, l'énergie et la matière circulent dans l'objet. On n'abordera donc pas les autres diagrammes ici, dans cette vidéo. Alors ici, je vais vous présenter les diagrammes dans un certain ordre, en partant des exigences, en précisant les aspects structurels puis comportementaux. Alors nous verrons dans l'ordre les diagrammes des exigences, ensuite le diagramme des cas d'utilisation, le diagramme de séquence, le diagramme de définition de blocs, le diagramme des blocs internes, le diagramme d'état, et enfin le diagramme d'activité. Alors, il est clair que dans la réalité, la démarche n'est pas aussi linéaire. On fait des allers-retours entre les diagrammes qu'on améliore au fur et à mesure. Alors, afin de mieux comprendre comment on réalise les différents diagrammes, j'ai choisi de prendre un exemple concret, celui d'un store automatisé. Alors, le principe de fonctionnement est le suivant. Le système possède un capteur de lumière. Et si la quantité de lumière est supérieure à un certain seuil, lorsqu'il y a du plein soleil par exemple, le store se déroule. Par contre, si le vent se lève, un capteur mesure la vitesse du vent, ça s'appelle un anémomètre. Et si le vent est trop fort, alors le store se replie. Alors tout d'abord, nous allons voir le diagramme des exigences. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, ce diagramme est le cahier des charges fonctionnelles du système. Il indique ce que l'objet doit faire, ce sont les exigences du cahier des charges fonctionnelles. Tous les diagrammes sont systématiquement placés dans un cadre, un cartouche, dans lequel est rappelé le nom du diagramme ainsi que l'objet étudié. C'est ici qu'on utilise souvent les initiales en anglais. On peut trouver par exemple RD et un peu plus loin Store automatisé. Ici j'ai mis le nom en entier, diagramme des exigences du store automatisé. Alors dans un premier rectangle, on indique le nom de l'objet et l'exigence du système, c'est-à-dire sa mission principale. Ici c'est protéger automatiquement la terrasse des rayons du soleil. Ensuite, on décompose la mission principale en exigences unitaires, c'est-à-dire les missions secondaires que doit réaliser le système pour assurer sa mission principale. Alors par exemple,
Le système doit mesurer la quantité de lumière du soleil et dérouler la toile au-delà d'un certain niveau, d'un certain seuil. De même, le système doit tenir compte de la vitesse du vent. Le système doit pouvoir être commandé manuellement et il doit être alimenté en énergie. Pour chaque exigence unitaire, on peut ajouter des précisions. Par exemple, les seuils de luminosité et de vitesse du vent doivent être réglables. Alors on voit dans ce diagramme que l'on présente les fonctions ou les contraintes que l'objet doit satisfaire. Alors nous allons réutiliser ces éléments pour le diagramme suivant, le diagramme des cas d'utilisation. Alors le diagramme des cas d'utilisation présente les services fournis aux différents acteurs. Ce diagramme décrit ce que fait l'objet et non pas ce que fait l'utilisateur, mais sans dire comment il le fait. Alors on place le cartouche et dans un grand rectangle, eh bien, on indique les frontières de l'objet. À gauche, on place les acteurs humains et à droite, les acteurs non humains. Ces éléments, ce sont les mêmes que ceux du diagramme de contexte que l'on retrouvera un petit peu plus loin. Et ensuite, dans des ovales, on décrit les actions réalisables par le système, c'est-à-dire les services rendus par l'objet aux acteurs, sous forme de verbe à l'infinitif, plus des compléments. Et on va ensuite relier aux acteurs chacun de ces ovales. Être commandé manuellement, il est relié à l'utilisateur, la source d'énergie avec l'énergie, et enfin le vent. On remarque là que l'on retrouve dans les ovales la mission principale et les exigences déjà identifiées précédemment. Alors, le diagramme de séquence, ce diagramme présente les interactions entre les acteurs et les objets selon un ordre chronologique. Dans ce diagramme, on va placer en haut, dans des cadres, tous les acteurs d'un cas d'utilisation. On place l'objet étudié, le store, à gauche l'acteur principal, l'utilisateur, et à droite les acteurs secondaires. Ici, vous remarquerez qu'il n'y a pas l'énergie. En principe, il devrait y avoir un diagramme de séquence par cas d'utilisation. Mais en général, on essaie de faire un seul diagramme qui représente toutes les interactions possibles. Et j'ai volontairement choisi de ne pas mettre l'énergie pour ne pas alourdir. Mais chacun voit comme il veut. On trace des lignes ensuite verticales pour chacun des acteurs, ça s'appelle les lignes de vie, et on lit ce diagramme de haut en bas. D'abord, l'utilisateur active le store, et le store affiche en retour un voyant, par exemple pour indiquer à l'utilisateur que le système est en marche. Ensuite, la luminosité du soleil est captée par le système qui commande la sortie de la toile pour protéger la terrasse. Si un vent trop fort est capté, le store commande la rentrée de la toile. Donc on y est, on a bien une protection solaire automatique de la terrasse pour l'utilisateur. Alors ce diagramme permet de représenter étape par étape les échanges, c'est-à-dire information, énergie, matière, entre chaque acteur et l'objet lui-même, dans un ordre chronologique. Ensuite, le diagramme de définition de blocs permet de lister tous les blocs et tous les sous-blocs constituant l'objet. Alors au centre, en haut, on place le nom de l'objet. Et en dessous, on place chaque bloc que l'on trouve dans l'objet. Alors, par exemple, l'alimentation, le voyant, la carte de commande, les capteurs. Alors ici, par exemple, il peut y avoir des sous-blocs dans les capteurs. Par exemple, les boutons de commande, le capteur de luminosité et le capteur de vent. On a ensuite le circuit de puissance. Il y a aussi le bloc mécanique. Et dans ce cas-là, on a aussi des sous-blocs. Par exemple, le châssis, le rouleau et la toile. De la même façon, la motorisation est composée d'un moteur et d'un motoréducteur. Dans ce diagramme, il n'est pas nécessaire d'expliquer comment les blocs interagissent entre eux. Par exemple, pas besoin d'expliquer que les capteurs sont reliés à la carte de commande. Et également, il n'est pas nécessaire de préciser que le circuit de puissance pilote le moteur. Le schéma en reste là. Alors, le diagramme de contexte permet de recenser tous les éléments extérieurs, c'est-à-dire les acteurs qui interagissent avec l'objet. Alors au centre, on place l'objet, et tout autour, on va placer les acteurs qui interagissent avec l'objet. Et il reste à relier les éléments entre eux. Alors vous remarquerez que ce sont les mêmes acteurs que ceux du diagramme des cas d'utilisation qu'on a vu plus haut. Alors, si besoin, un acteur peut être décomposé en deux sous-acteurs. Par exemple, si le système se comporte différemment en présence ou non de l'utilisateur, par exemple pour un système d'alarme,
ça pourrait être intéressant de mettre les deux sous-acteurs, mais dans notre cas, ce n'est pas très intéressant. Alors, petite remarque, il ne faut pas placer comme acteurs des éléments qui appartiennent au système lui-même. Par exemple, la toile, ou bien j'aurais pu mettre les capteurs, ne sont pas à indiquer. En résumé, ce diagramme permet de lister tous les éléments extérieurs en relation avec l'objet. Alors on poursuit avec le diagramme des blocs internes. Alors il est très intéressant, ce diagramme est très intéressant au collège puisqu'il permet de montrer comment l'information, l'énergie et la matière circulent à travers l'objet. Alors on commence par délimiter l'objet avec un grand rectangle. À l'extérieur du rectangle, on place les acteurs définis dans le diagramme de contexte. Et à l'intérieur du rectangle, on place les blocs internes, ceux définis dans le diagramme de définition des blocs. Donc au centre, par exemple, il y a la carte programmable, la carte de commande. On a par exemple le voyant, les boutons de commande, le capteur de vent, capteur de luminosité, l'alimentation, le circuit de puissance, le moteur réducteur, le rouleau et la toile. Alors ici, le châssis n'est pas représenté car il n'y a pas d'échange de flux dans l'objet. Et on représente ensuite par des flèches les flux d'informations, d'énergie et de matière. Par exemple, la carte de commande envoie une information numérique au voyant qui transmet à son tour une information lumineuse à l'utilisateur. Il en va de même pour tous les autres flux. Alors, il est possible d'utiliser des codes couleurs pour préciser la nature des flux, par exemple en vert pour l'information et en rouge pour l'énergie. Et également, on peut ajouter des informations pour être encore plus précis sur les flux. Alors dans ce diagramme, on voit les échanges et les interactions entre les différents blocs. Il remplace la chaîne d'énergie et d'information. Alors le diagramme d'état, eh bien tout simplement, il présente les différents états possibles du système. Alors le point noir représente l'état initial de l'objet. En dessous, on indique l'état de départ et on indique ensuite en dessous les autres états observables de l'objet. Et on précise par des flèches les événements qui conduisent au changement d'état. Alors si ce diagramme ne permet pas de comprendre globalement le fonctionnement du système, il est cependant directement transposable en algorithme. Alors une petite remarque, ce diagramme que j'ai mis en exemple ne comporte pas d'état final, mais s'il y en a un, il est représenté par un petit point entouré d'un cercle. Alors pour finir, le diagramme d'activité. Il représente le comportement de l'objet, c'est-à-dire les choix des actions en fonction des décisions. Ici aussi, le point noir représente l'état initial de l'objet. On indique les actions dans des rectangles et on indique dans des losanges les nœuds, c'est-à-dire là où les flèches se regroupent ou elles partent. On relie les éléments avec des flèches selon le comportement de l'objet et on trace ainsi de suite tout le diagramme. Alors en résumé, ce diagramme remplace le schéma des algorigrammes ou des algorithmes. Et petite remarque, si le diagramme comporte également un état final, on utilisera le symbole d'un point et d'un cercle qu'on a vu juste avant. C'est le même. Donc voilà pour cette présentation. Et comme indiqué, il s'agit d'une simplification du SysML adaptée pour le collège. Évidemment, certaines simplifications ont été volontaires et elles sont choisies, mais c'est à vous de les adapter en fonction de vos besoins. Alors pour aller plus loin, voici les différentes sources que j'ai utilisées pour cette présentation et je vous invite à pouvoir si vous y référer pour aller un petit peu plus loin. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.